Le marché des transferts est lancé en NBA et tout est parti non pas d'un trade de Kevin Durant, Shai, mais de Desmond Bane. On ne l'avait pas forcément vu venir, même si on se doute que les Grizzlies font partie des franchises susceptibles de bouger pendant l'intersaison. Et bien effectivement, alors que les finales ne sont pas encore terminées, gros trade, blockbuster trade qui implique les Grizzlies et le Orlando Magic. Desmond Bane se retrouve au Magic. Je vais donner la contrepartie d'abord, après je te laisse la parole. Donc, Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, 2 joueurs qui rejoignent Memphis. On verra s'ils resteront ou pas à Memphis. 5 picks. 4 plus un swap. Donc, le pick, le 16e choix de la draft 2025, le premier tour 2028 et 2030 du Magic non protégé, le pick des Suns en 2026 ou celui des Wizards, en fait, c'est un droit de swap, mais donc c'est un pick en plus, et un swap en 2029, les Grizzlies pourront, s'ils veulent, échanger leur pick avec le Magic. Ça fait donc 5 picks, 2 joueurs pour Desmond Bane. Je sais que Bane, c'est un de tes joueurs préférés, que le Magic, c'est l'équipe que tu supportes. J'imagine que c'est un trade qui te fait plaisir. Qu'est-ce que tu retiens de ce deal, Shai? Bah écoute, j'ai passé une super fête des pairs. J'ai eu une très belle casquette avec marqué Reverse Basket Session Swiss. Et voilà, ma fille, elle m'a fait un truc très cool. Et dans la foulée, un de mes joueurs préférés en NBA qui rejoint l'équipe que je préfère. Je m'y attendais pas parce que le front office d'Orlando a été plutôt précautionneux pour pas dire plus ces derniers temps. Il laissait un peu les choses venir. Il y a eu une saison compliquée avec des blessures, une petite déception par rapport à la saison précédente. J'ai lu des commentaires plutôt sceptiques ou qui se demandaient si c'était pas beaucoup trop cher payé pour Desmond Bane. Moi, je suis totalement à l'opposé. Je suis hyper enthousiaste. Pour moi, c'est le type de joueur, voire le joueur qui convient parfaitement à Orlando et qui leur manquait. Je pense que le front office s'est dit qu'à l'Est, ça allait être très ouvert la saison prochaine, parce que Boston, on sait ce qui s'est passé de leur côté. Et puis en voyant Indiana qui atteint les finales NBA, je pense qu'il y a plein d'équipes, notamment Orlando, qui se sont dit qu'il y avait moyen et qu'avec un petit coup de transfert et quelques trades, ça pouvait le faire. Et qui a donc une fenêtre de tir et qu'un move comme ça peut les aider. Et je trouve que le deal est super. Desmond Bane, c'est un joueur qui est impactant des deux côtés du terrain, qui shoot à 41% à 3 points en carrière. Alors, forcément, si on reste sur l'impression récente, sur la plus récente, Memphis, ça a pas fait une très bonne saison et ça commence peut-être à dater un petit peu dans l'esprit des gens, une bonne saison de Desmond Bane. Il a que 27 ans et pour moi, c'est un joueur qui a le calibre All-Star, two-way player. J'avais noté la stat, c'est un des 3 joueurs NBA qui a marqué au moins 800 paniers à 3 points, tout en shootant à 40% depuis 2020, donc sur les 5 dernières saisons. Et oui, le package est conséquent, mais finalement, pour moi, on parle de pics. Alors, celui de cette année, le pick 16 est plutôt sympa. Les autres, c'est des pics qui appartiennent à une équipe qui, pour moi, ne sera pas dans la loterie à chaque fois. Donc, la valeur des pics en eux-mêmes est pas gigantesque. Ce qui est intéressant, c'est le swap, le swap en question que tu as évoqué, parce que celui-là, il a une chance de devenir quelque chose de très sympa. Mais je pense que ça vaut le coup pour Orlando, parce que tu rajoutes un mec qui n'a que 27 ans et qui fit bien. Le swap, c'est autre chose. Hein. Il y a vraiment 4 picks d'abord. Il y a 4 picks plus un swap. Le swap, enfin, si je vois ce que tu veux dire, le swap, en fait, c'est le tour des Suns qui peut être celui des Wizards. Si celui des Wizards est encore mieux placé, je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais il y aura un pick qui est potentiellement très haut placé, ou peut-être c'est celui le moins bien placé entre Suns et Wizards. Mais un pick qui sera potentiellement très haut placé, qui sera potentiellement très intéressant si Phoenix se reconstruit. Ça, c'est effectivement le prix du deal. Je suis assez d'accord avec toi. Les picks, alors. 2030, c'est loin encore. Hein. 2030, c'est loin. 2028, 2030, attention, tu dis des pics qui n'auront pas de valeur, c'est des pics non protégés. Hein. 2030, tu ne sais pas ce qui peut se passer. On ne sait pas où seront Banchero, Franz Wagner. 2030, c'est dans 5 ans. Tu ne sais pas exactement ce que ça peut donner, mais je suis d'accord dans l'idée. A priori, tu auras une équipe qui est quand même talentueuse et qui devrait, sur les 4-5 prochaines années, quand même peser. Après, attention, hein. Enfin, pareil, sur ça, j'insiste, 2030, c'est loin. Des équipes qui restent plus de 5 ans playoffables en NBA, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses, même des équipes avec des très bons joueurs. Mais c'est un peu, moi, ce trade, j'ai l'impression qu'il y a une inspiration un peu Indiana. C'est-à-dire que les Pacers, à un moment, ils ont lâché 3 picks, alors pas 5, mais 3, pour Pascal Siakam, en se disant, bah, tiens, c'est un joueur qui va nous faire passer un cap. Et il se trouve qu'effectivement, ça leur a fait passer un cap. Et à l'époque, on aurait pu se dire la même chose. On aurait pu se dire c'est beaucoup pour Siakam.
Là, le Magic a quand même déjà Banchero et Wagner, donc a déjà 2 stars, et c'est peut être très intéressant de se dire on va chercher un 3e joueur très fort. Et quand je vois Bane, quand je vois les autres rumeurs qu'il y a eu à Orlando, je me dis que Bane c'est quand même mieux. On a parlé un temps d'Anthony Simmons. Bane, je suis désolé, en fait, je suis content déjà qu'ils aient pas pris un meneur. J'aimais pas cette tendance absolue de vouloir ramener un meneur à Orlando. J'ai l'impression que c'était plus un fait de fans ou de journalistes plutôt qu'une envie du front office. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont pas ramené un meneur. Ils avaient effectivement besoin d'un mec très adroit à 3 points, d'un mec qui est capable de scorer, qui est capable d'être une menace au scoring et qui est capable de créer un petit peu, même si c'est pas un énorme créateur pour les autres. Et Bane, il remplit ça tout en s'inscrivant dans la logique défensive du Magic, ce qui n'aurait pas été le cas de Simmons, ce qui n'aurait pas été le cas de Garland. Je ne sais plus quel autre nom on a pu entendre, Fred VanVleet à un moment. Tout ça, je pense que Bane, c'est effectivement vraiment mieux. L'an dernier, il tournait à 19 points, 6 rebonds, 5 passes, 39% à 3 points. On est effectivement sur un joueur vraiment de qualité qui peut aider Orlando à passer un cap. Et c'était pas sa meilleure saison. En plus, c'est un joueur qui est capable de marquer 20 points régulièrement, qui a déjà fait des matchs à 30 points en playoff, qui défend dur. Alors voilà, vous voyez comment il est tanké, hein, le Desmond Bane, c'est un sacré animal. Et il y a aussi la mentalité. Moi, je trouve que sa mentalité, il incarnait en partie quand même l'équipe que j'aimais bien de Memphis, qui me semblait un peu avoir peur de personne. Lui, il l'incarnait vachement bien quand même parce que il l'avait dit qu'il avait peur de personne, qu'il avait un respect plutôt limité pour les superstars de la ligue. Je trouve qu'il va apporter aussi ça, une forme d'expérience ou une mentalité qui peut-être faisait un peu défaut jusque-là au Magic. Et quand tu penses au noyau là qu'il y a de joueurs sous contrat, t'as Banchero, Wagner qui sont jeunes. Desmond Bane, il est sous contrat jusqu'en 2029. Alors certes, le salaire il touchera 44 millions en 2029. Hein. Mais t'as ce noyau-là avec Jalen Suggs que j'inclus dans lequel je crois toujours et qui incarne bien aussi ce côté défensif, mais qui est pas du tout maladroit quand il faut aussi de l'autre côté. Faut voir autour, hein, faudra peut-être continuer de compléter parce que tu perds un 6e homme avec Cole Anthony. Kentavious Caldwell-Pope, ça a été un échec. Bon, ça ils espéraient que ce soit le gars qui les aide à franchir un cap avec son expérience, avec le profil 3&D. Je pense que Bane, c'est vraiment le joueur qui peut et qui va leur faire passer un cap. Je suis très très confiant. Je vais pas faire de pronostic maintenant comme j'en ai fait dans nos discussions, mais je suis extrêmement optimiste pour Orlando s'ils continuent de bien construire autour. Si évidemment ils sont épargnés par la poisse parce que Banchero, Wagner qui sont des grosses blessures par la poisse et peut-être aussi évidemment ça passe peut-être par des adaptations au niveau de la prépa et du staff et tout ça. Je sais que les blessures ne sont pas toutes dues au hasard. S'ils sont épargnés par ça, j'adore le noyau qui s'est créé à Orlando et je pense que c'était le bon moment pour faire ce move-là parce que on est dans de l'hypothétique. Si on dit en 2030 peut-être que là pour moi c'est du sûr. T'as un joueur de 27 ans qui est déjà bon, dont tu sais ce qu'il va apporter. T'as déjà tes stars dans l'effectif. Je pense qu'il y a une hiérarchie qui va bien s'établir. Et après, charge à Jamal Mosley de bien s'en servir, de montrer aussi que l'équipe peut progresser en attaque. Ça va être son challenge. Mais ouais, moi j'ai du mal à cacher mon enthousiasme. Je t'avoue que je m'y attendais pas. Je pensais qu'Orlando allait rester un peu pas sur ses acquis, mais avec l'effectif actuel ou peut-être prendre quelqu'un comme Simons. Mais Bane, c'est une super recrue. Par contre, du coup, j'imagine ce que tu voulais en venir là après aussi, mais je me pose des questions sur Memphis. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'appuyer sur le bouton et qu'il faut s'attendre à tout derrière maintenant. Alors attends, j'ai encore plusieurs choses sur Orlando, mais oui, effectivement, on va pouvoir parler de Memphis. Déjà, je te rejoins complètement sur le caractère de Bane. Orlando, c'était une équipe combative, dure, mais gentille, entre guillemets. Là, Bane, il a un caractère bien trempé, un côté vraiment presque insolent. Alors, gentil, je suis peut-être été un peu fort sur l'adjectif que j'ai employé pour le Magic, mais il va leur donner un côté encore plus, certainement un peu plus méchant. Il est dur, hein, ouais. Et sur ça, je pense que c'est parfait pour bouger complètement les troupes. Aussi, Bane, quand il y a des blessés, si on reste sur l'hypothèse des blessures, c'est moins grave en fait. Tu sais que tu as un gars qui est capable, et il l'a fait, lui souvent, et il s'est retrouvé obligé de passer première option parce que Morant n'est pas là. C'est aussi un joueur souvent blessé, cela dit, Desmond Bane. Ouais. Ils ont des stars sujettes aux blessures, donc effectivement, j'espère comme toi que ça tiendra le choc parce que la base, tu l'as très bien souligné. En fait, le noyau à 4, Suggs, Wagner, Banchero, Bane, c'est vraiment très intéressant. C'est la base maintenant du Magic, hein, parce que là, alors oui, ils ont encore des ajustements possibles, ils ont plein de contrats qui peuvent être échangés, mais Wagner, il va passer sur 30, c'était sa dernière saison où il était payé au rookie, et là maintenant c'est 38, 41, 44, 47 millions. Bane, il est dans son extension aussi, donc ça va être 30, 40, etc.
Suggs, il a touché son extension, c'est 35-32. Alors heureusement, les dégressifs, ça qui est intéressant pour Orlando. Et Banchero, il va signer la sienne, elle sera au max. Donc là, on sait que la marge de manœuvre, elle va être très faible. Il n'y a plus trop de pics non plus pour l'instant. En tout cas, ils en ont lâché plusieurs. Il leur en reste, mais ils ont lâché plusieurs. Donc maintenant, l'équipe, c'est ça. Mais tu as raison, on est sur un timing où le Magic regarde sans doute la situation à l'Est. On ne la connaît pas encore complètement parce qu'il y aura des trades cet été, mais Indiana est en finale. New York vient de changer de coach. Boston va jouer sans Tatum. Cleveland a eu ses blessés et n'a pas su confirmer pour l'instant. Voilà, si tu crois au développement de Banchero et Wagner, qui sont quand même deux joueurs très forts tout en étant jeunes, tu te dis mon groupe peut passer un vrai cap. Et effectivement, là, tu te retrouves avec un quatuor fort. Il y a encore plein d'atouts. Da Silva, Moritz Wagner, qui a revenir de blessure. Il était blessé, mais... Exactement. Tu as Anthony Black, très intéressant aussi. Anthony Black, il y a quand même beaucoup de bons joueurs dans cette équipe d'Orlando et de bons joueurs jeunes. Il y a aussi des joueurs qui peuvent être échangés si jamais pour continuer à ajuster l'effectif. Donc il y a quand même, je te rejoins, une base enthousiasmante et très intéressante du côté du Magic. On ne demande qu'à voir ce que ça peut donner en playoff. Moi, honnêtement, je suis content vraiment qu'ils aient pris Bane plutôt que les Simmons, tous ces trucs-là. Je pense que Bane est un meilleur choix. On peut effectivement parler de Memphis. Je sais pas si tu veux rajouter un truc sur Orlando. Non, on peut passer à Memphis, ouais. Memphis, c'est le move qui a l'air d'en annoncer plein d'autres, en fait. Ouais. Grosso modo, on comprend, c'est la reconstruction à venir. Eux, peut-être aussi, ont lu la situation. À l'Ouest, c'est compliqué aujourd'hui. C'était les Grizzlies. T'es très loin du compte, en fait. Tu parais très loin du compte. Là, tu te sépares de Bane contre deux joueurs qui eux-mêmes pourront sans doute être transférés. Caldwell Pope comme Cole Anthony. Donc, soit tu décides de rester un petit peu dans « Ok, on va voir ce qu'on peut faire » et tu gardes ces gars-là. Soit tu les retransfères à nouveau pour d'autres assets. Ça a l'air de passer sur la jeunesse. La jeunesse. Il y a Zach Edey, il y a Jalen Wells. Tu récupères 5 picks. Même pas étonné, éventuellement. T'as aussi Santi Aldama qui est jeune. Qui sait ce que va faire les Grizzlies ? Est-ce qu'on peut s'attendre à un transfert de Ja Morant ou pas ? Moi, honnêtement, je serais même pas surpris que ni Jaren Jackson Jr. ni Ja Morant jouent à Memphis la saison prochaine. J'ai l'impression que ça a l'air d'annoncer un grand ménage, tout simplement. Je dis pas qu'ils vont les brader, attention, mais je pense que tout le monde est disponible et qu'ils ont acté que l'air, ou en tout cas cette équipe qui était promise à des choses plutôt sympas et que j'aimais beaucoup, je pense que ça fonctionne pas. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être pas assez confiance en Morant maintenant, que Jaren Jackson Jr. qui a eu une extension gigantesque, il en est où contractuellement, que je dise pas de bêtises. Il lui reste un an de contrat et donc il peut prétendre à une énorme extension, on est d'accord. Voilà, ça veut dire que si tu lui donnes, t'es un peu bloqué avec lui. Est-ce que t'as assez confiance en lui pour la suite? Moi, j'ai l'impression que tout le monde, les deux, que Morant et Jackson Jr. sont disponibles et vont peut-être pas passer tout l'été à Memphis. Mais donc à la fois c'est un peu dommage parce que je pense c'est une équipe qui a manqué quelque chose, qui est pas passé si loin que ça d'être pas championne en NBA. Attention, je vais pas aller jusque là, mais qui pouvait faire plus de dégâts que ce qu'elle en a fait. Tout évidemment tourne autour de ce qu'il y a eu autour de Ja Morant. Je pense que c'était quand même le leader de l'équipe. En tout cas, je vois pas l'intérêt de juste te trader Desmond Bane, qui est quand même une valeur hyper sûre de ton effectif, qui est quand même un joueur qui, à mon avis, te rend compétitif. Si tu t'en séparer pourquoi juste garder Ja Morant et Jaren Jackson, j'y crois pas trop. Donc je pense que Memphis a un coach jeune en plus, qui pourra très bien développer avec Isalo. Je pense qu'il saura très très bien développer des jeunes joueurs s'ils activent ce mode-là. Il y a des drafts intéressantes qui s'annoncent. Je vois bien Memphis s'aventurer sur ce chemin-là. Si Jaren Jackson Jr. finit aux Lakers, ah, tu penses? Ça serait un joueur parfait pour eux, mais bon. Mais Memphis accepte quoi des Lakers, du coup, pour toi? Je sais pas, Connect, Reeves, un pic. Tu sais ce que c'est l'ironie? Parce que je reviens quand même sur le prix. 5, c'est quand même beaucoup. Peut-être que ça sera pas problématique, mais 5, c'est beaucoup pour Bane. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à récupérer autant de pics pour Morant ou Jaren Jackson Jr. Ça dépend finalement du marché. Donc, c'est très fort de la part de Memphis d'en avoir récupéré 5 pour Bane. Après, Orlando s'est dit que c'était son gars. Et ce que tu as dit sur les pics est très juste. Hein, mais 5, c'est potentiellement beaucoup quand même. Là, je suis les Bucks. Je vois ce trade. N'importe quelle offre qui m'a été proposée pour Giannis, je dis, bah non, les mecs, là, il m'en faut 8.
Il m'en faut 8 des pics. Ou il me faut 5 pics, 4 swaps. Enfin, non, tout ce que vous avez de disponible, en fait. Vraiment, videz-moi votre armoire de tour de draft disponible. Je vais pas prendre moins. Ils ont pris 5 pour Bane, tu vois. Les Mavs ont pris 1 pour Luka Doncic. Il y avait Anthony Davis avec, mais ouais, okay. c'est pas n'importe quoi. Effectivement, il y avait Anthony Davis. On peut considérer qu'il coûte 3 ou 4 pics à lui tout seul, mais c'est quand même un sacré prix. Ouais, il faut voir ce que va faire Memphis. Qui peut être intéressé par Ja Morant, qui peut être intéressé par Jaren Jackson Jr. J'imagine qu'il y aura quand même du monde qui veut se renseigner sur les deux dossiers. Il y aura forcément du monde, mais après, c'est la contrepartie qui m'intéresse. Avec ce que tu as réussi à sortir, à récupérer pour Bane, ils peuvent se faire une espèce d'armée de pics, de futurs pics, tenter une reconstruction à la OKC, un peu de proportion gardée. Ça peut être inspirant de se dire, on parlait du fait des modèles qui pouvaient être reproduits après. Peut-être que Memphis se dit, est-ce que nous, notre chance, ce serait pas de repartir de zéro? On a déjà des jeunes joueurs sympas qui sont là. On se fait une armée de pics au fil des ans. On essaie de trouver dans le lot notre futur franchise player. Un qui aime pas trop jouer de la gâchette, un qui est plus stable peut-être que Ja, à défaut peut-être d'être aussi talentueux sur le plan strict du basket, mais moi je l'interprète comme ça. J'ai l'impression que ça part là-dessus et que l'espèce de petite fenêtre qu'il y a eu pour la rédemption et pour qu'ils se disent c'est toujours notre gars, on va avancer avec lui, j'ai l'impression qu'elle est passée. Quelle qu'en soit la raison, on n'était pas à l'intérieur de la franchise, il n'y a pas eu de scandale cette saison. Il y a eu un changement de coach quand même un peu surprenant. Mais ouais, moi je pense que Memphis est parti là-dessus et c'est peut-être pas plus mal finalement. Ça voudra dire que Isalo va rester et qu'ils vont lui filer les clés d'une équipe jeune et qui pourra développer et façonner un peu à sa sauce parce qu'il a récupéré une équipe dont il a choisi absolument personne. Ils l'ont confirmé? Ouais. Ok, mais avec un nouveau contrat ou juste confirmé? 3 ans je crois, non? Ok, il a eu un nouveau contrat à la clé. Okay. En tout cas, il est officiellement, j'ai pas la durée, je vais regarder en même temps qu'on parle, mais il a été officialisé comme head coach pour la saison prochaine. Faudra voir sur quelle durée de toute façon. Après, bon, oui, on verra ce que va faire Memphis, je pense, comme toi. En fait, vu la situation à l'Ouest, si t'es les Grizzlies, ça sert à rien de s'entêter plus que ça. Après, quand tu transfères Morant, par exemple, je sais pas s'ils iront jusqu'à transférer Morant. Transférer Morant, c'est la mort de la franchise au niveau marketing. Ouais. Et ça, faut pas l'oublier en fait. Tu vois, c'est des données importantes. C'est-à-dire que cette équipe, elle existe aujourd'hui en termes de marketing uniquement parce qu'il y a Ja Morant qui est le joueur préféré d'une grande partie des jeunes. Je parle des vrais jeunes, ados, pré-ados aux États-Unis. Énormément de fans de Ja Morant et d'Anthony Edwards. Voilà, ça représente un manque à gagner le jour où tu le transfères. Donc on verra s'il ira. Parce que l'ironie, c'est que là, même avec Ja Morant, ils sont pas vraiment compétitifs à l'Ouest. Par contre, ils sont peut-être pas en position de tanker complètement par rapport au Jazz. C'est pour ça qu'il y aura pas d'intermédiaire. C'est soit effectivement, soit ils en restent là. Ils transfèrent juste. Vaut mieux qu'il n'y ait pas, en tout cas. Ouais, je pense. Moi, je pense vraiment que ça va être le gros ménage. Je me trompe peut-être. Hein. Je n'ai pas d'infos du côté de Memphis, mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. Il y a des équipes où tu vois bien Ja Morant. Qui pourrait récupérer Morant, qui pourrait se dire dans notre culture ça passe, on peut tu vois, alors soit une équipe qui était dans le bas de tableau et qui a pas de star identifié, qui va pas pouvoir en drafter cette année, genre Washington, non? Washington, il n'y a pas encore vraiment de superstar. Soit ouais, c'est vrai qu'ils draftent pas si haut au final. Enfin, ils vont ouais, c'est ça, tu vois, je cherche une équipe où il n'y a pas encore le gars et où ils peuvent se dire avec nous ça va bien, ça va, on va le mettre en valeur, lui il voudra être mis en valeur. Sinon une équipe où il est cadré type Miami, mais c'est voilà, dès qu'il y a un mec comme ça, on se dit Miami ça lui fera du bien, mais est-ce que ce sera le cas, je sais pas. Hein. J'imagine que Minnesota, Miami, Toronto, toutes ces équipes en fait qui sont dans la course pour Kevin Durant, donc qui sont finalement à la recherche d'une star, seront des équipes qui potentiellement peuvent s'intéresser à Ja Morant, notamment. Toronto, c'est pas bête. Hein. Toronto, c'est alors il y a Scottie Barnes, mais ça manque peut-être d'un joueur comme ça, ouais. Chicago aurait besoin aussi d'un joueur comme ça. Bon, il y a forcément du monde. Steven Adams a prolongé aux Rockets. Ça, c'est pas un transfert, mais c'est important. 39 millions sur 3 ans. Important parce que finalement, il aurait été l'un des joueurs les plus convoités parmi les pivots. Je parlais des Lakers tout à l'heure. Ouais. Je pense que Steven Adams aurait été une super pioche pour Los Angeles. Houston le verrouille. Donc Adams, c'est pas un joueur qui a les plus grosses stats, mais par contre, il a eu un vrai impact. Il avait de très très loin le meilleur
différentiel des Rockets sur les playoffs, plus 14 sur 100 possessions pour une équipe qui a été sortie en 7 manches, c'est quand même très fort, sachant que le deuxième de leur équipe, je crois, est à plus 7. Donc joueur très important. En plus, il a montré qu'il était capable de jouer avec Alperen Sengun. Exactement. Mais c'est un super coup. C'est une très bonne nouvelle pour Houston. Ils ont besoin de ce mec-là parce que c'est une équipe finalement encore assez jeune. Lui, il apporte de l'expérience. C'est un mec vraiment stable et fiable dans un vestiaire et qui a de l'impact sur le terrain. Il n'est pas juste là pour son expérience. Le deal est plutôt cool. Je gère 39 millions sur 3 ans. Ça me semble raisonnable. C'est une machine à prendre des rebonds offensifs. Voilà. Il est adaptable à tous les types de situations. C'est dans l'optique où Houston veut encore progresser et faire mieux que la saison dernière. C'est ce genre de mec il fallait absolument le verrouiller, je pense. J'ai parlé de Kevin Durant, juste peut-être un petit point sur Kevin Durant. On sait qu'apparemment il aurait 3 équipes favorites, Houston, San Antonio et Miami. Ça ne veut pas dire qu'il terminera dans une de ces 3 équipes, mais ce serait ça c'est destination préférentielle. Pour Miami, il y a la question que posait notamment Mark Stein. Tout pourrait reposer sur est-ce que le Heat est prêt à mettre Kelly Oubre. Moi, je pense que je le ferais pas si j'étais Miami. Vraiment, je comprendrais pas vraiment pourquoi tu te sépares de Kelly Oubre pour Kevin Durant qui a 37 ans, sachant que Durant a des Bayo et Roche. Alors l'Est est ouvert, mais... Oui, alors oui, on peut se dire que l'Est est ouvert, mais je suis pas sûr effectivement que ça suffise. Donc hypothéquer une partie de ton avenir, parce qu'ils ont quand même, ils croient pas mal en Kelly Oubre et ce qu'on a vu de lui est hyper intéressant. Moi aussi, je trouverais ça. Je sais pas si ce serait le move qu'il faudrait. Mais effectivement, il aurait donné sa shortlist. Mais Phoenix a quand même bien dit, on fera le deal qui nous arrange le plus. Si on peut arranger quelque chose, on le fera, mais ils prendront le deal qui les arrangera le plus. Parmi les 3, il y a toujours la piste San Antonio, mais en même temps, plutôt dans le week-end, on a appris que San Antonio, c'est peut-être juste une diversion, mais c'était un peu dégagé de cette piste-là. Ils n'offrent pas les joueurs qui plaisent aux Suns. Voilà, c'est ça. Ils n'étaient pas prêts à tout pour Kevin Durant, c'est un peu ce qu'on a compris. Donc il reste Houston qui a le plus beau package théorique. Ça va peut-être se jouer là-dessus, effectivement. Miami, j'ai du mal à voir Miami. S'il faut absolument se séparer de Kelly Oubre, je ne sais pas s'ils le feront. En fait, ce que je comprends, tu vois, sur San Antonio et grosso modo sur ces négociations, c'est que San Antonio a proposé ni Sohan, ni Castle, et peut-être même pas Vassell. Ouais, coup, en fait, c'est qu'en gros, ils ont proposé peut-être Braham, Johnson, Harrison Barnes, donc des vétérans et des pics. Ouais. Et peut-être même pas beaucoup de pics. Et ce que je comprends en fait dans ces rumeurs, c'est que les Suns, en gros, ils veulent le deal avec l'équipe qui sera prête à mettre soit Jabari Smith, ce que les Rockets n'ont pas l'air chauds non plus, parce que déjà ceux qui parlaient de Jalen Green à l'époque, je crois qu'ils sont même pas au point de mettre Jabari Smith, Stephen Castle ou Kelly Oubre. Et pour l'instant, il n'y a aucune de ces franchises qui serait prête à mettre un jeune comme ça. Alors voilà, ça peut changer d'ici là, mais d'où après les pistes Minnesota, Toronto, les Clippers, etc. C'est que si ces équipes-là, elles mettent pas le jeune qui intéresse les Suns. Du point de vue des Suns, ça s'entend aussi. Ça fait partie des trucs que tu veux récupérer. Tu veux récupérer un mec comme ça qui peut progresser, devenir All-Star dans ton équipe. Je comprends aussi tout à fait. Là, on en est encore au stade. On est très tôt dans les négociations et dans l'intersaison, donc ils essaient juste de voir. Ça bouge sur le curseur. À quel point ils sont désespérés? Visiblement, ils sont pas désespérés au point de renoncer à l'un des assets dont ils ont envie, c'est-à-dire le jeune joueur. Et puis après, ça va se. Je pense qu'il y aura quand même finalement je sais pas lequel, mais les Suns lâcheront pas. Je serais très étonné qu'ils lâchent sans récupérer un joueur comme ça avec des pics. Bon, on verra, mais je comprends leur position. Peut-être Rob Dillingham des Timberwolves. Ouais, alors faut vraiment croire en lui. C'est un peu, faut avoir une vision, quoi. Il est intéressant, mais tu vois, tous ceux qu'on a évoqués là, on a déjà vu un peu plus de leur part que Dillingham, je trouve. C'est vrai. Allez, 2 petites choses. Début des finales du championnat de France. Victoire de Paris contre Monaco, 94-82. C'était le match 1 avec 30 points de TJ Short, 18 points de Nadir Rifi. Voilà, Paris qui commence bien ses finales. Vous n'allez pas me dire que Paris va gagner dans tous les sports à l'échelon national, bon, pas européen, mais non, belle première victoire du Paris Basket. Alors c'est évidemment pas fini parce que, alors Monaco, il y a du tumulte quand même avec l'histoire de Mike James. On sait pas trop. Il est suspendu jusqu'à la fin des finales, si je dis pas de bêtises. Donc pas sûr qu'on le revoie du tout. Il veut partir. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas assez suivi. Il s'est passé un truc qui fait qu'il est suspendu. Et c'est un énorme. Même s'ils ont un très très bel effectif, c'est un gros coup dur quand même pour gagner la finale.
Ouais, je sais pas s'ils avaient parlé du motif, mais il lui restait 2 ans de contrat quand même normalement. Et ça suivre l'affaire Mike James et du coup la suite des finales. Et enfin un dernier petit mot de WNBA. Il y a eu des belles perfs ce week-end. Ouais. Il y a un triple-double d'Angel Reese, notamment hier soir, lors d'une victoire de Chicago contre Connecticut. 11 points, 13 rebonds, 11 passes. Et il y avait eu une grosse perf aussi de Caitlin Clark dès son retour. Indiana fait tomber New York, qui n'avait pas perdu aucune défaite du Liberty. Je cherchais le nom. Qui a perdu contre le Fever, du coup, 102-88, avec 32 points, 8 rebonds et 9 passes de Caitlin Clark. Ouais, gros retour. Elle avait manqué 4 ou 5 matchs. Et elle est revenue très très fort. C'était le match un peu de gala du samedi. Et elle a eu je sais pas si vous l'avez vu, mais elle a un coup de chaud au moment où elle met 3 paniers à 3 points en 38 secondes à la fin de la première mi-temps. Où elles ont beau défendre sur elle shoot d'hyper loin. Elle est totalement insolente. Elle fait une très très grande première mi-temps. La deuxième, elle marque moins, elle met que 7 points en deuxième, mais elle a quand même une grosse influence sur le jeu. Et c'est une belle victoire. C'est une victoire importante pour Indiana pour se relancer un peu, parce que l'absence de Caitlin Clark a été forcément préjudiciable, et parce que c'est un gros coup de Pat New York, qui était la dernière équipe invaincue. Et pour revenir sur le triple-double d'Angel Reese, ça me fait plaisir parce que elle a encore pris un peu cher ces derniers temps, parce que le Sky, c'est catastrophique. Il y a un coach qui est totalement perdu, une équipe qui ne tourne pas bien. Elle, forcément, elle est en première ligne. Elle se mange des... Alors, c'est pas elle se mange, mais il y a beaucoup de critiques sur sa propension à prendre ses propres rebonds après ses tirs ratés. Ses haters appellent ça des me-bounds plutôt que des rebounds. Et elle s'en est amusée. Juste avant, elle avait dit, je vais monétiser ça. Je vais faire une marque, les me-bounds. Et je vais essayer de faire fructifier ça. Et derrière, elle sort un triple-double avec point, rebond, passe, qui montre aussi que c'est pas juste une fille qui rate des tirs et qui prend des rebonds. Elle a un talent à la passe. Elle a une belle marge de progression encore. C'est un peu triste de la voir là dans cette saison de Chicago qui est ratée pour le moment, mais ça fait plaisir de la voir être capable de montrer d'autres choses aussi. Voilà. Elle fait un bon match en termes d'adresse contre New York, justement. Après, il y avait une grosse défaite de Chicago, mais les derniers matchs d'Angel Reese, petite progression en termes d'adresse, mais même si là, c'était pas le cas dans le triple-double, mais bon, ça reste un triple-double et une victoire, quoi. On va s'arrêter là-dessus. On se retrouve demain pour un nouveau CQFR. On sera 3 avec Théo, parce que débrief de match Game 5 ce soir. Sacré Game 5 auquel on peut s'attendre entre Indiana et Oklahoma City. Les deux équipes sont à 2 partout. Ça sera sur le parquet du Thunder et on débriefera ça ensemble demain matin. Bonne journée à tous. Ciao. Bonne journée.